Bon, Pierre-Olivier, je vais bientôt te donner la parole. Merci d'avoir accepté de faire cette conférence. Ce qu'il y a de bien avec ce système de conférence, c'est que le lieu ne compte plus. On peut se parler de n'importe où. Et nous avons parfois des étrangers de langue française qui assistent à ces conférences et ça fait toujours plaisir, surtout dans la discussion. Et tu vas nous parler d'une brève histoire de la chirurgie orthopédique. Alors, j'aime bien le mot bref parce que ce n'est pas bref évidemment, mais tu as écrit un livret qui s'appelle Une brève histoire de la chirurgie, qui est passionnant. Et justement, c'est parce qu'il est bref qu'on le lit du début jusqu'à la fin. Et donc, je pense que ça va être pareil pour ta conférence. Comme elle est brève, on va pouvoir écouter avec plaisir et puis savoir que derrière, il y a ça va nous ouvrir beaucoup d'idées. Donc, je te donne la parole. Tu n'as qu'à la prendre. Merci beaucoup, Philippe. Tout d'abord, je te remercie de m'inviter dans cette enceinte virtuelle. Alors, c'est toujours très curieux de parler à son ordinateur, mais d'après ce que je vois à l'écran, il semblerait que dans la salle, il y ait déjà 26 participants. Donc, je te remercie à nouveau de m'avoir invité à ces conférences d'orthopédie lancées à ton initiative à Toulouse. Alors, le sujet de ce soir, c'est l'histoire de notre discipline, c'est-à-dire l'histoire de la chirurgie orthopédique, que je vais essayer de vous dresser brièvement, si tant est qu'il soit possible de dresser en quelques diapositives près de 2500 ans d'histoire de la chirurgie. Mais nous allons voir que pour ce qui concerne la chirurgie orthopédique, on peut abréger les choses. Alors, je vais essayer de passer à la diapositive suivante, et si ça veut bien passer. Alors, En bas pourquoi à est-ce gauche, que... je pense. En bas En à gauche. bas, en bas à gauche. Alors, attends, parce que... Voilà, ça y est, c'est passé en cliquant sur le truc. Alors, voici les principales étapes que nous allons aborder. Vous le voyez, c'est en 5 étapes. Avant Nicolas Andry, nous allons voir qui était Nicolas Andry. De Nicolas Andry jusqu'à l'Eterday, qui est le jour de la première anesthésie générale répertoriée. Donc, nous voyons que ce jour-là, c'est au milieu du 19e siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale. Nous finirons par l'ère moderne et la science, et peut-être nous essaierons de voir ce qu'elle pourrait être demain. Alors, pendant des siècles, l'orthopédie se limitait évidemment au traitement des traumatismes, c'est-à-dire les fractures, les luxations et les plaies. Alors, Hippocrate, Galien et Ambroise Paré nous ont donné les règles majeures du traitement de ces différents traumatismes. Tout le monde connaît ces images où on voit Hippocrate en train d'essayer de réduire une luxation d'épaule en mettant son patient dont l'aisselle est à cheval sur une échelle, dont l'aisselle est à cheval sur une échelle. Galien l'a suivi évidemment dans cette aventure, et Ambroise Paré a également suivi. Ambroise Paré était ce fameux chirurgien barbier du XVIe siècle que tout le monde connaît, et on doit à Ambroise Paré un traitement particulier, un traitement presque moderne des plaies. Alors, au Moyen-Âge, les chirurgiens étaient des barbiers. Et parmi ces barbiers, nous avions des spécialistes du traitement des hernies, des spécialistes du traitement de la pierre de la vessie, c'est-à-dire de la lithiase vésicale. D'autres se spécialisaient dans le traitement de la cataracte. Et parmi d'autres barbiers spécialistes, nous avions ceux que nous appelions les ramancheurs. Chez les Anglais, ce sont les bodsetters. C'est-à-dire c'était des praticiens empiriques qui avaient le pouvoir de diagnostiquer, de traiter les fractures, les luxations et les autres troubles ostéo-articulaires. Leur art se transmettait, comme pour tous les barbiers, de bouche à oreille. Il faut savoir qu'à l'époque, la chirurgie était dévolue aux barbiers. Les universités n'admettaient dans leur enceinte que des médecins, et des médecins clercs, c'est-à-dire croyants. Et donc, l'art de la barberie des barbiers chirurgiens, s'était transmis de bouche à oreille. Et le chirurgien était soumis très souvent à un impératif extrêmement fréquent qui dépendait en réalité de sa réussite ou non de son geste thérapeutique. C'est-à-dire qu'il devait quitter le champ d'action
très rapidement, car si sa thérapeutique venait à échouer, la sanction pouvait être assez violente par le voisinage, puisque les gestes se faisaient en public, et le voisinage pouvait lyncher immédiatement le chirurgien. Nous le voyons, le métier de barbier, comme celui de chirurgien, n'est pas un métier de tout repos. Et parmi les barbiers, parmi les chirurgiens barbiers, notamment parmi les familles de ramancheurs, on peut noter celle de Hugh Owen Thomas, qui a donné d'ailleurs son nom au fameux collier de Thomas. C'était le collier cervical, vous le savez, car le rachis cervical pouvait être le siège du fameux mal de Pott de la tuberculose et entraîner des déformations, voire des coups qui tombaient, et le collier de Thomas était dans ce cas-là d'une aide remarquable. Alors, on approche maintenant de Nicolas Andry. Qui était-il? Nicolas Andry était doyen de la faculté de Paris au XVIIIe siècle, c'est-à-dire pendant le siècle des Lumières. Nous avons passé la Renaissance et ses magistrales découvertes anatomiques, notamment avec André Vézal, et nous sommes maintenant au XVIIIe siècle. L'Académie nationale de chirurgie est née en 1731. Nicolas Andry est doyen de la faculté de médecine de Paris. Et vous savez qu'à l'époque des maladies, on pensait encore au XVIIIe siècle que les maladies étaient dues à un déséquilibre des humeurs, dont le traitement le plus agressif était, pour rééquilibrer les humeurs, de procéder à des saignées. Dans d'autres cas, on procédait à des purges, on donnait des purgatifs, des laxatifs, ou bien on mettait les patients au bon air, on leur donnait une bonne alimentation, suivant les principes hippocratiques ou galéniques. Et on pensait que les maladies étaient relevées d'un ordre presque divin, c'était une sorte de punition. Et toutes les familles qui avaient des enfants difformes, eh bien, on pensait, on disait que finalement, c'était une punition divine, probablement que la famille avait fait de mauvaises choses pour mériter ou pour hériter, je voulais dire, d'enfants aussi difformes. Mais Nicolas Andry va jeter un œil nouveau sur ces pathologies et il va s'intéresser pour la première fois à toutes ces maladies de l'enfance. Vous voyez que sont les déformations congénitales, la paralysie infantile, la scoliose ou d'autres affections chroniques des articulations, comme les tumeurs blanches, le mal de Pott et autres choses. Et il va écrire un ouvrage remarquable dans lequel il emploiera pour la première fois le nom d'orthopédie. Cet ouvrage s'appelle L'orthopédie, ou l'art de prévenir et de corriger dans les enfants les difformités du corps. Cet ouvrage était à l'usage des médecins, mais également de tous les parents et de toutes les familles qui avaient des enfants à charge, qui les avaient comme en tutorat, si je puis dire. Et l'orthopédie, et le mot orthopédie est formé de deux racines. La racine ortho, qui veut dire droit, et la racine paédion. Alors tout le monde pense que c'est le pied, mais pas du tout. Paédion, c'est la même racine que pédiatrie, c'est-à-dire l'enfant. Donc l'orthopédie, c'est l'art de redresser, de prévenir et de corriger dans les enfants. Et toutes les sociétés d'orthopédie du monde ont, vous le voyez, comme icône, cet arbre tort, où on voit cet arbre qui est tenu par une attelle, car le principe qui a été mis en avant par Nicolas Andry était de se servir de la croissance des enfants en leur mettant des attelles pour essayer de les faire pousser droit, comme on le fait avec la végétation, avec les arbres. Car il faut bien savoir que pour ce qui concerne la chirurgie, on se heurtait à l'époque, et nous sommes là à la fin du XVIIIe siècle, début XIXe, on se heurtait à deux problèmes majeurs. Le premier d'entre eux était le sepsis post-opératoire, que l'on appelait la pourriture d'hôpital. Il faut savoir que les malades étaient dans des salles communes à l'époque, dans les hôpitaux, comme à l'Hôtel-Dieu à Paris ou dans les différents hôtels-Dieu dans les grandes villes. Et je pense que Toulouse en avait un, Marseille en avait un, évidemment. Et les malades étaient ensemble dans ces grandes salles, ils partageaient les maladies et parfois même leur lit. Et dans ce cas, on peut imaginer que les infections se transmettaient d'un malade à l'autre assez facilement. Ça, c'est le premier écueil. Le deuxième écueil, c'était l'absence d'anesthésie. Il n'y avait évidemment pas d'anesthésie à l'époque.
et les malades qui devaient se soumettre à une opération chirurgicale devaient être tenus par des aides vigoureux et le chirurgien procédait à l'acte opératoire chez un malade en état de veille. On imagine la personnalité que devait avoir le chirurgien à l'époque pour rester impassible devant un malade qui probablement hurlait sous ses coups de couteau pour tenter de le soigner. Alors, pour éviter les actes chirurgicaux, il y avait évidemment les traitements conservateurs par attelles successives. Et Jean-André Venel a construit le premier établissement véritablement orthopédique à Orbe, en Suisse, dans le canton de Vaud, où il procédait au traitement orthopédique des différentes difformités. Alors, vous le voyez ici, tout le monde connaît le sabot de Venel, que vous voyez figurer ici, mais ces établissements orthopédiques, à la fin du XVIIIe et dans la première moitié du XIXe siècle, vont fleurir un peu partout, à Paris, mais également à Toulouse, du côté de Montpellier, en Suisse, dans différents endroits. Ils vont être tenus et on va traiter comme ça les scolioses, les rachitismes, les pieds-bots. Et là, en revanche, là, vous voyez le sabot de Venel qui permettait de traiter le pied-bot. Lorsque la chirurgie était absolument nécessaire, on employait, pour ce qui concerne l'orthopédie, des techniques de chirurgie mini-invasive. Vous voyez, la chirurgie mini-invasive n'est pas un concept moderne, mais c'est un concept qui date déjà il y a bien longtemps. Et l'on doit à Jacques-Mathieu Delpech, qui avait construit aussi son établissement de chirurgie orthopédique dans la région de Toulouse, je crois, ou de Montpellier. On doit à Jacques-Mathieu Delpech la première ténotomie du tendon d'Achille le 16 mai 1816. Vous le voyez, et Guillaume Dupuytren presque lui emboîtera le pas, puisqu'il procédera à la première ténotomie du sternocléidomastoïdien pour le traitement chirurgical du torticolis congénital. Alors là, c'est le début de la chirurgie orthopédique. Et Georges Friedrich Stromeyer, vous le voyez, qui était un Allemand, a été très influencé par les travaux de Delpech. Il réalise sa première ténotomie d'Achille en 1831. Il est considéré comme le pionnier, comme le pionnier de la chirurgie orthopédique en Allemagne. William John Little, lui, c'est un Anglais qui souffrait d'un pied-bot qui était dû à la polio. Il a évidemment tout fait pour essayer de se soigner de ce pied-bot. Il est venu voir Jacques-Mathieu Delpech en France, et puis il est allé voir aussi Georges Friedrich Stromeyer en Allemagne, à qui il a confié son pied-bot, et il a été traité avec succès par Louis Stromeyer, à telle enseigne qu'il a donné comme nom, comme prénom et nom, à son premier fils, Louis Stromeyer. Et donc, son premier fils s'appelait Louis Stromeyer Little. Il fut d'ailleurs président de la Société anglaise de chirurgie orthopédique. Et William John Little, à qui on doit le nom de la maladie de Little, vous le savez, cette paralysie infantile, est considéré comme le pionnier de la chirurgie orthopédique en Angleterre. William Ludwig Detmold, lui, était fils du médecin du roi de Prusse. Il a émigré, il a évidemment visité à la fois Delpech et Little, puis il a émigré aux États-Unis en 1837 et il a construit le premier hôpital d'enfants dédié aux enfants malades à New York. Et pour les Américains, il est considéré comme le père de la chirurgie orthopédique. Vous le voyez, ces trois garçons sont des garçons évidemment très importants. Nous, si on doit considérer notre père à tous en chirurgie orthopédique, probablement, il faudrait parler de Jacques-Mathieu Delpech. Si évidemment, on ne parle pas d'Ambroise Paré, dont on a vu qui date de l'époque de la Renaissance. Alors, regardez-le là, Detmold. On le voit assister là, ce fameux jour, le 16 octobre 1846, au Massachusetts General Hospital de Boston, avec le chirurgien ici, John Colin Warren. Ici, nous avons William Thomas Morton, qui était un dentiste converti à l'anesthésie, qui venait de découvrir les effets du protoxyde d'azote. Le patient s'appelait Gilbert Abbott. Regardez son cou, là, il souffrait d'une petite tumeur cervicale. Et on voit ici Detmold qui assiste à la première anesthésie générale. Le chirurgien John Colin Warren
a procédé à cette intervention chirurgicale, l'exérèse de cette tumeur cervicale sur Gilbert Abbott. Les gens, évidemment, c'était une opération qui était conduite en amphithéâtre. Tout le monde absolument surpris par la réussite de cette intervention. Et John Colin Warren qui termine cette magnifique intervention conduite en amphithéâtre en disant « Messieurs, ceci… » Messieurs, évidemment, il n'y avait pas de dames à l'époque, puisque la chirurgie était interdite aux dames. « Messieurs, ceci n'est pas une mascarade. » Et ce fut la première anesthésie générale répertoriée. Il est évident que dans ces conditions, la nouvelle va parcourir le monde entier à une vitesse fulgurante et cette opération conduite le 16 octobre 1846 sera reconduite, une amputation faite par Robert Liston à Londres en décembre 1846. Quant à Joseph-François Malgaigne, il fera sa première amputation sous anesthésie générale à Paris en janvier 1847. Alors, regardons un petit peu à quoi ressemblait une véritable opération de chirurgie orthopédique à l'époque. Dans ce magnifique tableau fait par Thomas Eakins en 1875, où on peut y voir une véritable intervention. C'est la cure chirurgicale d'une ostéomyélite du fémur distal, presque lieu de prédilection pour le siège des ostéomyélites. On voit l'anesthésiste qui tient l'éponge soporifique sur la tête du patient, probablement imbibé de chloroforme. On voit tous les chirurgiens, évidemment, qui à l'époque opéraient à main nue pour un peu imager ce que peut représenter une intervention chirurgicale à l'esprit de tous les gens. On voit la terreur que ça peut représenter, qui est bien représentée dans ce tableau par cette femme effrayée par l'intervention chirurgicale. Mais on peut comprendre qu'elle soit effrayée, car vous le voyez, cette main ensanglantée qui porte le couteau. Et nous avons un grand privilège, mesdames et messieurs, car il y a deux catégories d'individus au monde qui pénètrent le corps de leurs semblables avec un couteau. La première catégorie, c'est nous-mêmes, et nous le faisons dans une volonté délibérée de soigner. Ce sont donc les chirurgiens. La deuxième catégorie le fait malheureusement dans une volonté délibérée de nuire, de tuer. Ce sont les assassins. Et c'est peut-être là qu'il faut trouver les discussions que l'on peut rencontrer parfois, les mots qu'emploient parfois les malades qui estiment avoir été ratés par leur chirurgien. On les voit en consultation et ils emploient les mots que l'on entend dans les enceintes de justice. Il m'a assassiné, il m'a massacré, il a ruiné ma vie. Et on peut comprendre, car seulement deux catégories d'individus pénètrent le corps de leurs semblables avec leur couteau. Enfin, nous y voyons tous, évidemment, la chirurgie est aussi un immense lieu. Les théâtres, les enceintes de chirurgie, les blocs opératoires, à l'époque, les amphithéâtres, étaient des lieux d'enseignement, comme peut-être aujourd'hui cet amphithéâtre Zoom. Et on le voit, le chirurgien devait évidemment avoir, on voit ici probablement le docteur Ross, qui avait connu l'époque sans anesthésie, devait avoir cette espèce de regard détaché de tout sentiment pour pouvoir conduire l'acte chirurgical à son terme. Alors, quelques années plus tard, un élève de James Syme, vous le voyez, Joseph Lister, va traiter 2 fractures ouvertes avec une nouvelle méthode. L'anesthésie générale, c'était 1846. En 1867, vous voyez, il publie dans le Lancet à propos d'une nouvelle méthode pour traiter les fractures ouvertes. Il faut savoir que les fractures ouvertes à l'époque étaient traitées de manière radicale. On procédait à l'amputation, car la fracture ouverte se soldait quasi inéluctablement par une gangrène. Et d'ailleurs, les statistiques médicales de l'époque rapportent, d'après Joseph-François Malgaigne, que près de 10% des amputés de doigts mouraient. Donc, Joseph Lister applique cette nouvelle méthode en appliquant des pansements antiseptiques sur l'ouverture au niveau des fractures ouvertes. Et il s'avère qu'il a réussi à guérir
deux patients comme ça. Il dira qu'il a été énormément influencé par les travaux de Louis Pasteur que tout le monde connaît. Et voilà, on devine là l'arrivée de la chirurgie antiseptique, c'est-à-dire la préparation du champ opératoire grâce aux solutions antiseptiques. Abordons maintenant, une quinzaine d'années plus tard, William Stewart Halsted va visiter Volkmann. Vous savez, les chirurgiens se visitaient beaucoup entre eux autrefois. Va visiter Volkmann en Europe. Il ramène la méthode antiseptique, puisque Volkmann était allé la voir chez Joseph Lister en Écosse, à Édimbourg, puis ensuite à Londres. Et William Stewart Halsted ramène cette méthode antiseptique avec lui aux États-Unis. Il se trouve que pendant ces opérations, il est assisté de Caroline Hampton, qui est sa première instrumentiste, qui l'aide. Et peut-être comme beaucoup d'entre nous ou d'entre vous, il finit par s'éprendre de son instrumentiste, car il travaille évidemment tous les jours avec elle, il a à proximité immédiate, mais il s'avère que son instrumentiste développe un eczéma de contact à l'acide carbolique qui était utilisé à l'époque pour nettoyer les champs opératoires. Et ne voulant pas la perdre, voulant la garder à ses côtés pour les opérations, il essaie de trouver un système pour lui éviter le contact avec l'acide carbolique. Et il fait fabriquer par la Goodyear Rubber Company, Goodyear, vous le savez, fabrique des pneumatiques en caoutchouc, il fait fabriquer par cette compagnie de pneumatiques des gants en caoutchouc pour son instrumentiste. Et il s'avère qu'en ayant fait fabriquer ces gants en caoutchouc qui étaient stérilisables suivant la méthode de Pasteur, il s'avère qu'il a encore moins d'infections post-opératoires. Et c'est l'arrivée de la chirurgie aseptique, c'est-à-dire antiseptique pour le nettoyage du champ opératoire et totalement aseptique par l'utilisation d'instruments stérilisés et de gants également stériles. Et on voit comment sont arrivés les gants en chirurgie, les gants stériles. Ils sont arrivés grâce à l'histoire d'amour entre William Stewart Halsted et Miss Caroline Hampton. Les mains sont donc enfin déliées, on a l'anesthésie générale, on a la chirurgie aseptique, et donc là, les chirurgiens vont se lancer dans des zones chirurgicales presque interdites jusqu'alors, c'est-à-dire l'abdomen, le thorax et même la neurochirurgie avec Harvey Cushing. Presque toutes les zones du corps vont pouvoir être l'objet d'actes chirurgicaux. Et une nouvelle découverte majeure va encore bouleverser les choses. On la doit en 1895 à William Conrad Röntgen, qui va découvrir par hasard des rayons qui n'avaient jamais été nommés. Ce sont les rayons X, dont tout le monde connaît aujourd'hui l'intérêt pour la radiologie, mais également l'intérêt thérapeutique. Alors, faisons un état des lieux sur l'art de la chirurgie orthopédique juste avant la Grande Guerre. Vous le voyez, c'était il n'y a pas longtemps, hein. C'était il y a un peu plus d'une centaine d'années. L'art, vous le savez que la chirurgie orthopédique se décline en 3 grands domaines. Vous avez le traitement chirurgical des fractures. Vous avez ensuite le traitement de la chirurgie arthroscopique et enfin le domaine des arthroplasties. Alors, pour ce qui concerne les ostéotomies, pour le rachitisme, les ankyloses, vous le voyez, on procède à cette époque où les arthroplasties n'avaient pas encore vraiment cours. William McEwen va procéder à différentes ostéotomies, va même inventer un ostéotome, l'ostéotome de McEwen. McEwen était élève de Lister. Lister était lui-même élève, on l'a vu tout à l'heure, de James Syme, qui lui-même était un élève de Robert Liston, celui qui avait conduit la première amputation sous anesthésie générale à Londres. William McEwen est un élève de Lister, il va faire les ostéotomies, on le voit ici sur ces enfants rachitiques.
qu'il va redresser en faisant des ostéotomies. Les ostéotomies, on les faisait dans la luxation congénitale de hanche, sur les cales vicieux, dans les tumeurs blanches, dans les ankyloses articulaires, dans le rachitisme et dans différentes raisons chirurgicales, évidemment. Le traitement chirurgical des fractures, eh bien, William Arbertot Lane va nous apporter la no-touch technique d'Angleterre. Albin Lambotte, le Belge, va nous apporter le terme ostéosynthèse, vous le voyez. Et enfin, William O'Neill Sherman va mettre, grâce à l'industrie américaine, va développer des métaux biocompatibles comme le vanadium. Pour ce qui concerne les arthroplasties, nous en sommes au balbutiement avec quelques implantations anecdotiques. Thémistocle Gluck, l'Allemand, tentera d'implanter des prothèses en ivoire ou en bois dont on peut imaginer les insuccès. Jules-Émile Péan, lui, de Paris, sera un peu plus chanceux, tout le monde connaît la pince de Péan, sera un peu plus chanceux avec sa prothèse en caoutchouc qu'il avait fait fabriquer par son dentiste et qu'il avait implanté pour remplacer un numérus proximal atteint d'une maladie tuberculeuse. Et vous le voyez, ce qu'il avait écrit à la fin de son papier, publié en 1895. Je m'arrête juste quelques secondes pour vous laisser le temps de lire ces conclusions, tellement on peut les considérer presque comme actuelles. Enfin, John Benjamin Murphy, celui à qui on doit le signe de Murphy, vous le savez, dans les lithiases vésiculaires. À l'époque, les chirurgiens étaient des chirurgiens généralistes. Voici ce qu'il nous dit. La mobilité est certes importante dans les articulations, mais la stabilité est évidemment essentielle. Et on le voit ici faire ce qu'on appelle des arthroplasties modelantes par interposition de tissus, et notamment des tissus aponevrotiques. Et on procède encore aujourd'hui, pour certaines articulations, notamment dans le coude, de ce que je crois savoir, à des interpositions de fragments de fascia lata ou autres pour faire des arthroplasties modelantes. Alors, voyons voir l'orthopédie comme science clinique. Les tout débuts, on les doit à Joseph-François Malgaigne, à Claude Bernard, qui était un élève de Magendie. Vous savez que Claude Bernard a écrit un ouvrage remarquable qui s'intitule « Introduction à la médecine expérimentale ». On lui doit la méthode expérimentale utilisée en médecine, c'est-à-dire celle que vous utilisez tous pour produire vos papiers cliniques, avec introduction, matériel et méthode, résultats, discussion, analyse, conclusion. C'est Claude Bernard qui nous a apporté ça. Les frères William et Charlie Maillot se sont inspirés de ça. Et vous le voyez, on construit la Mayo Clinic aux États-Unis, dans le Massachusetts. Et à la suite de la naissance de cet établissement, les contacts entre les médecins européens et américains ont pu se rétablir à l'issue de la Première Guerre mondiale. Alors, je vous le disais, l'ensemble du corps peut faire l'objet aujourd'hui des interventions chirurgicales, le thorax, l'abdomen, le système nerveux central, les yeux, rien n'échappe à l'audace des chirurgiens, puisque tout est possible dès l'instant où on a l'anesthésie qui permet de pratiquer de la chirurgie sans douleur, l'asepsie et l'antisepsie qui ont permis de limiter, de réduire considérablement les infections post-opératoires, la médecine opératoire qui a bien codifié les interventions chirurgicales au début du 19e siècle, la médecine opératoire étant la chirurgie pratiquée sur le cadavre avant d'être pratiquée sur le sujet vivant. Donc les techniques opératoires étaient bien apprises, il fallait aller vite, de manière simple, et en toute sécurité, donc connaître l'anatomie. Les chirurgiens étaient tellement audacieux, même parfois tellement puissants, qu'ils en arrivaient à écrire ces choses-là. Vous le voyez, ce n'est pas n'importe qui a écrit ça dans son histoire de la chirurgie française. L'auteur était un garçon bien connu de la place parisienne. Il s'appelait Jean-Louis Faure. Alors évidemment, il s'était trompé, fort heureusement, et les avancées majeures du XXe siècle
On ne les doit pas aux chirurgiens, c'est toujours un travail d'équipe. Ce sont les découvertes médicales qui vont nous permettre de progresser encore, notamment la découverte des antibiotiques avec Fleming. Vous le savez, en 1928, les héparines, en 1948, l'anticoagulation qui va permettre d'éviter ces morts brutales qui suivaient le lever des malades. Les malades étaient alités, opérés, alités plusieurs jours, et quand ils se levaient, le chirurgien attendait se lever avec une énorme angoisse, car parfois l'embolie pulmonaire massive terrassait le patient immédiatement. Les immunosuppresseurs, et dont le premier d'entre eux est la cortisone, en 1949, vont permettre les greffes, notamment les greffes de rein ou les greffes de foie, ou même les greffes la première greffe de rein a été tentée dans les années 50. Et la première greffe cardiaque, vous le savez, on la doit à Barnard en 1967. Enfin, les avancées technologiques, évidemment, avec des matériaux biocompatibles qui vont ouvrir le champ aux prothèses, qu'elles soient articulaires, vasculaires ou autres. La miniaturisation, ça va être le comeback de la chirurgie percutanée, avec notamment l'arthroscopie. Alors, voyons voir les trois grands domaines encore. Le premier d'entre eux, c'est le traitement chirurgical des fractures, avec en 1958 la naissance de l'AO, l'Association pour l'ostéosynthèse, à l'initiative de Maurice Muller et de tous ses acolytes, Hans Wilneger, Robert Schneider et Martin Allgauer. La fixation rigide pour permettre une mobilisation active immédiate. Évidemment, dans ces procédés, ils ont été très influencés par Gérard Kunscher ou Robert Danis, le Belge, qui apportera sa philosophie qui était de fixer les fractures à l'aide de plaques et de vis afin de permettre une mobilisation précoce. Mais toute l'équipe de l'AO est allée plus loin, s'appuyer sur ces 4 piliers, une bonne documentation des fractures, vous le voyez, une bonne recherche, y associer une instrumentation spécifique et surtout tout un enseignement. Et là-haut, Philippe Chiron a probablement été à des cours de là-haut. Il y avait le cours de base, le cours avancé qui était donné à Davos, en Suisse, à Berne également, évidemment à l'initiative de Maurice Muller. Et ça a donné à école et même la mise en place d'une industrie dédiée à ça qui s'est répartie dans le monde entier. Pour ce qui concerne l'arthroscopie, on doit la toute première, semble-t-il, à Séverin Nordentoft au tout début, à la fin du 19e, au tout début du 20e siècle, mais celui qui a vraiment commencé à faire parler de lui, c'est Kenji Takagi, aux alentours des années 20, 1920. Et enfin, Masaki Watanabe, qui viendra au congrès de la SICOT à Barcelone en 1957, avec un atlas remarquable d'anatomie arthroscopique, c'est-à-dire de l'anatomie vue par l'intérieur, l'anatomie articulaire vue par l'intérieur. Cet atlas a eu un succès remarquable. Masaki Watanabe a développé l'arthroscopie et a procédé à la première minisectomie sur l'arthroscopie en 1962. Alors évidemment, l'arthroscopie s'est très, très développée depuis les années 60 et 70. Au tout début, c'était les rhumatologues qui s'en occupaient. Si par hasard, ils pouvaient avoir une petite heure à la fin du programme des chirurgiens, à la fin de la journée, s'ils pouvaient bénéficier d'un petit espace pour mettre leur caméra dans les articulations et regarder pourquoi le patient souffrait d'une arthrite ou d'un problème articulaire, eh bien on le voit dans les années 70, toutes les années 70-80, c'était l'arthroscopie à visée diagnostique. William Wilson Jackson, Lanny Leo Johnson et Henri Dorfman va créer la Société française d'arthroscopie en 1980. Jackson, Johnson vont développer l'arthroscopie, notamment au niveau de l'épaule. L'ensemble des articulations va pouvoir être investigué. Et depuis les années 90, au niveau du genou, on est passé à l'arthroscopie à visée thérapeutique et plus aucune ligamentoplastie du croisé antérieur aujourd'hui ne doit être envisagée autrement que sous arthroscopie. Et d'ailleurs,
lorsqu'on le fait à ciel ouvert. Malheur, les internes nous regardent comme si on faisait partie du XVIIe siècle. Pour ce qui concerne les arthroplasties, les tout premiers pas, on les doit, donc c'est le premier volet, les traitements chirurgicaux des fractures, le deuxième volet, l'arthroscopie, enfin les arthroplasties. Les premiers pas, on les doit à Marius Nygard Smith Petersen, qui implantait dans les années 20 des petites billes de verre dans les articulations. Ils enlevaient la tête fémorale, ils mettaient à la place une bille de verre, parce qu'ils s'étaient rendu compte qu'en glissant une bille de verre sous la peau, il y avait une espèce de membrane fluide, comme une espèce de bourse séreuse qui se créait autour de la bille de verre. Il enlevait la bille de verre et ensuite ça permettait de garder la mobilité dans l'articulation. Enfin, les frères Jean et Robert Judet, à la fin des années 40 ou tout début des années 50, vont faire leur prothèse champignon en acrylique, qui vont écrire un ouvrage remarquable sur l'arthroplastie de hanche. Austin Talemour et George Kenneth McKee vont avoir des prothèses qui vont être un peu plus durables, qui vont être un peu plus pérennes dans le temps. Et la prothèse de Moore était encore implantée de manière très, très fréquente il y a une vingtaine d'années en France, et probablement qu'elle est encore implantée dans différents pays moins développés que les nôtres. Enfin, John Charnley va nous apporter, au tout début des années 60, son concept de low friction, vous le voyez, et il nous dira que la prothèse de hanche devra faire appel à un matériau d'interposition acceptable, une méthode de fixation efficace, et là, il développera le ciment. Figurez-vous que ce ciment a été développé. Encore, on peut croire que ce sont des collaborateurs essentiels. On l'a vu, le premier anesthésiste, c'était William Morton, c'était un dentiste. La première prothèse d'épaule posée par Jules-Émile Péan a été conçue par son dentiste. Et enfin, le ciment a été inventé, a été fait par le dentiste de Sir John Charnley, vous le voyez. Et le ciment autour de ces prothèses, il fallait également un taux d'infection faible. Pour ce qui concerne l'arthroplastie du genou, on se heurtait à un problème majeur qui était celui de la stabilité. Vous le savez, au niveau de la hanche, la stabilité est essentiellement dévolue aux muscles. Au niveau du genou, ça n'est pas le cas. Il faut, lorsqu'on ouvrait le genou pour y mettre une prothèse et qu'on enlevait les ligaments, on se heurtait à un problème majeur de stabilité. Et donc, les toutes premières prothèses qui ont été développées étaient des prothèses à charnière, celle de Borges Valdius et celle du groupe Guépard en France, Guépard, pour le groupe d'utilisation et d'études des prothèses articulaires. Et c'est à la suite d'une thèse très intéressante de James Morrison en 1967, dont le titre était, vous le voyez, les forces transmises par le genou humain durant les activités, que Frank Gunston et John Insull ont fait une approche scientifique de la cinématique du genou et ont permis de développer ces prothèses que nous utilisons tous aujourd'hui, qui sont encore en développement, les prothèses à glissement, c'est-à-dire des prothèses véritablement de resurfaçage qui permettent de conserver l'enveloppe ligamentaire du genou. Alors, que sera la chirurgie orthopédique en 2050 si on peut se permettre d'y jeter un regard? La chirurgie assistée par ordinateur, est-ce qu'on sera opéré par des ordinateurs ou des robots? Tout le monde connaît le robot Rosa ou le robot Mako. Les ordinateurs sont omniprésents dans les salles d'opération, ils aident à faire les plannings opératoires, par exemple. L'information ne s'obtient plus en allant voir les chirurgiens, encore que je crois que ce serait une bonne chose de continuer à aller s'imprégner en allant visiter les chirurgiens chez eux. Mais on trouve toutes sortes d'informations sur Internet et sur YouTube. Vous pourrez voir toutes les interventions chirurgicales que vous voyez. Enfin, la collaboration de nos collègues biologistes est évidemment indispensable, on l'a vu. Grâce aux chimistes, nous avons pu avoir l'héparine, les antidiabétiques, les antibiotiques. Et bien aujourd'hui, les généticiens et les biologistes se penchent sur le génome carrément et nous délivrent des cellules souches. L'ingénierie tissulaire, on va pouvoir faire des tissus de synthèse. La biologie moléculaire va pouvoir encore nous permettre de progresser. En tout cas, c'est tout ce que l'on souhaite pour le bien de nos patients. Alors, je terminerai ce petit exposé en vous donnant ces deux petites phrases de réflexion. La première de Christian Albert Theodor Billroth. Tout le monde sait que c'était un chirurgien digestif allemand.
de la fin du 19e siècle. Quant à Maxime Léniel-Lavastine, qui a écrit un ouvrage remarquable en 3 tomes sur l'histoire de la médecine, vous le voyez, est beaucoup plus modeste que Jean-Louis Faure dans ses propos. Enfin, pour ceux que ça intéresse, et je remercie Philippe Chiron de l'avoir évoqué, on ne le trouve plus dans les librairies, mais il me reste encore quelques exemplaires que je suis disposé à vous envoyer. Vous m'écrivez un petit mail et Philippe Chiron vous donnera mon adresse mail. Je pourrai vous faire parvenir ce petit ouvrage qui est d'une centaine de pages sur une brève histoire de la chirurgie générale. Et pour ceux qui ont la flemme de le lire, les éditions Aedis en ont tiré un petit guide que vous trouverez en vente dans toutes les stations-service des autoroutes de France. Vous le voyez, ce petit guide d'histoire de la chirurgie qui se déplie, c'est vraiment extrêmement résumé. Et je finis pour vous remercier de votre écoute attentive sur cette petite photo de Marseille qui, vous le voyez, est comme Toulouse et toutes les villes françaises, bien confinées avec tous les ferries qui sont bloqués au port. Je vous remercie infiniment et merci encore Philippe de m'avoir permis de m'exprimer sur ce sujet qui me tient à cœur, évidemment, comme tu as pu le voir. Bien, bravo, bravo. C'était non seulement documenté, mais passionnant. Et puis, tu as vraiment un don de conteur. On t'écouterait des heures. Il y a plein d'anecdotes. Et à la limite, on t'écoute plus qu'on ne regarde les diapositives. Vraiment, c'était bien. Dans les livres aussi, moi, j'avais beaucoup aimé Les Princes du Sang. Je ne sais pas si tu l'as lu. Non seulement je l'ai lu, mais je connais très bien son auteur Gilbert Schlogel, qui habite un de nos collègues. Qui est un de nos collègues, je crois, non? Qui est un de mes amis, d'ailleurs. Oui, je le connais très, très bien. J'ai eu l'occasion de faire à de multiples reprises des conférences sur l'histoire de la chirurgie, et j'en ai notamment une que j'ai faite avec lui, qui s'appelle « Quand l'art raconte la médecine ». Je pourrais vous la faire un jour si ça vous intéresse. Donc à tous, là, Les Princes du Sang, vraiment, vraiment c'est très, très bien. Alors, on ne va pas tout reprendre parce qu'on pourrait développer chacun des chapitres. Moi, ce que j'ai regardé, c'est l'âge à laquelle les orthopédistes sont décédés. Et à part Nicolas Andry, 84 ans, ça c'est incroyable parce qu'à l'époque, Louis XIV, Louis XV, on était fiers que Louis XIV ait vécu jusqu'à 77 ans, mais 84, c'était un exploit. Il a traversé les siècles. Mais les autres, ils sont tous morts avant 70 ans, sinon avant 60 ans, ce qui se fait toujours encore. Et Jean-Louis Tricoire, qui est là et qui adore aussi l'histoire de la médecine, nous avait raconté que beaucoup de chirurgiens orthopédistes connus sont morts d'un décès violent, tués par leurs malades. Bien sûr. Jacques Mathieu Delpech, le premier d'entre eux, qui avait opéré un de ses patients, qui était mécontent sans doute de son opération. Il avait opéré d'un hydrocèle. Il a été abattu par son patient, mais ce n'est pas le seul. Hein. Non, il y en a qui ont jeté dans l'escalier, écrasé. Tu es là, Jean-Louis? Samuel Pozzi aussi a été assassiné par un de ses patients. Tout le monde connaît la pince de Pozzi. Oui. Et Samuel Pozzi a été assassiné par un de ses patients. Jacques Mathieu Delpech aussi. C'est un métier dangereux. Je crois Collier aussi a été assassiné par un patient. Tu peux prendre la parole, Jean-Louis, si tu veux. Rappelle-nous comment. Ambroise Paré est mort à plus de 70 ans. Hein. Qui ça? Ambroise Paré. Ah oui, d'accord. Mais bon, pour leur époque, c'était incroyable. Bien plus. C'est encore pire parce que c'était au 16e. Là. Mais on dit qu'Hippocrate est mort et on dit qu'Hippocrate a atteint 90 ans. Ouais. Oui, on le dit, je ne sais pas si c'est vrai, on le dit. Et le centaure Chiron a vécu mortel avant avant d'aller moins bien, de se prendre une flèche. Bon, ça, c'était vraiment passionnant. Vous avez des questions sur le sujet? Mais je voulais faire une petite remarque. D'abord, j'ai beaucoup aimé votre présentation parce que je ne sais pas si vous me connaissez, mais je suis… Bien sûr qu'on se connaît, Jean-Louis. On a partagé plusieurs fois la table ensemble à Paris avec le cercle Nicolas Andry. Non, ce n'est pas Jean-Louis, c'est Michel Rongière, là. Oui, c'est parce que j'ai appelé tout à l'heure. C'est parce que j'ai appelé Michel Rongière, c'est Jean-Louis qui a répondu. Oui, j'ai fait pas mal de choses, mais j'ai écrit un bouquin où j'ai plusieurs chapitres, un sur l'histoire de l'anatomie, un autre sur Ambroise Paré et la chirurgie au Moyen-Âge, que j'essaie de voir avec une approche épistémologique. C'est qu'est-ce qui fait que les idées changent vraiment? Est-ce que c'est au XXIe siècle, 20e siècle, c'est franchement la découverte des matériaux et les progrès techniques, parce que les chirurgiens ont toujours été audacieux. Ce que je voulais dire, c'est que vous parliez de la traumatologie. Ce qui est très intéressant, j'ai eu des échanges avec Mercer Rang. Vous devez sûrement connaître ce beau livre d'anatomie, d'histoire de l'orthopédie de Mercer Rang, l'américain.
qui attribuait l'épiphysiologie, la compréhension Ambroise Paré. En fait, c'est dans Hippocrate. Ça veut dire que Hippocrate déjà avait compris les lésions de la hanche congénitale. Et ça, c'est un truc extraordinaire. Extraordinaire. Alors que, bon, Hippocrate n'admettait que de la pathologie, en dehors des humeurs, que la pathologie liée à quelque chose qui venait de l'extérieur, de l'intérieur, de l'extérieur, la flèche, le coup d'épée, etc. Voilà. Bien sûr. Non, non, mais là, c'est très, très intéressant. Les intrications entre le chirurgien orthopédiste et puis la sepsie, le gant, etc., etc. Moi, je dis aux internes, les progrès de la chirurgie, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas de la chirurgie. C'est plusieurs antiseptiques, antibiotiques, analgésie et anesthésie. Absolument. Eh oui, il nous en faut des anesthésistes. Et d'ailleurs, moi j'ai une petite remarque sur les plaques. Tu nous as dit que Danis aimait beaucoup les plaques, mais il est loin de les avoir inventées. Il y a Lambotte. Lambotte, il est né vers 1850. Albin Lambotte, j'en ai parlé absolument. Oui, oui, mais qui à l'époque n'avait ni asepsie ni anesthésie. Donc il mettait des plaques dans des conditions difficiles. Mais si on va au musée de Montpellier, qui est magnifique, le musée de Montpellier, si vous y allez, il y a les plaques de Lambotte dans une vitrine. Et elles sont asymétriques avec des vis auto-taraudantes et en cuivre, ce qui est un bon matériau biocompatible. Donc les plaques de Lambotte, on pourrait pratiquement les mettre, et adhérentes, on pourrait pratiquement les mettre aujourd'hui, sauf qu'ils les mettaient à vif et que ça devait se passer plus ou moins bien pour les mettre. J'ai encore une petite remarque aussi, c'est aujourd'hui on est à l'époque d'Internet et comme tu l'as dit, la preuve, on peut se parler de ville en ville, de maison en maison, mais ce qui m'étonne, c'est la vitesse à laquelle, alors qu'il fallait presque 2 mois pour traverser l'Atlantique, une nouveauté qui était d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique était utilisée dans l'année qui suit par des chirurgiens européens, anglais, français, allemands. Par exemple, ton histoire sur l'anesthésie, on voit que c'est passé très très vite. Un an plus tard, c'était fait. Absolument. Incroyable, ils se parlaient, ils s'écrivaient. Absolument. On le voit aussi avec les mathématiciens, parce que Pierre de Fermat, il écrivait à ses collègues de son époque et il faisait avancer les mathématiques par courrier. Et là, on voit qu'ils allaient voir ce que faisaient les autres et ils se parlaient indépendamment des frontières, indépendamment des idées politiques. Et c'était quand même extraordinaire, ça. Extraordinaire, la vitesse à laquelle ça s'est répandu. Tout à fait, tout à fait. C'était remarquable. Hein, la première anesthésie générale en octobre 1846. En décembre 1846, c'était Robert Liston qui amputait une jambe à Londres. Et en janvier 1847, c'était Malgaigne à Paris qui faisait une amputation sous anesthésie. Moi, j'ai une encyclopédie médico-chirurgicale datant de 150 ans à peu près, où il est écrit, alors chaque fois qu'il y a une idée, il cite le chirurgien ou le médecin qui a émis l'idée, et dessous, il met le curriculum vitae du chirurgien ou du médecin. Et c'est des nationalités différentes, c'est-à-dire qu'ils se connaissaient. Absolument. Alors qu'il y avait peu de publications. D'autres questions? Jean-Louis, tu veux prendre la parole? Oui, effectivement. J'ai une petite remarque à faire. Je ne sais pas si ça marche. On t'entend. Oui, j'entends très bien. Je ne vois pas, mais on t'entend. On m'entend et on me voit. Alors, comme vous savez, juste avant Nicolas Andry, on avait parlé de Quillet, qui avait déterminé la calipédie. Et on a failli s'appeler des calipédistes. Et donc là, j'ai repris le livre de Quillet. Et comme vous savez, juste avant Quillet, il y avait Servol de Saint-Marthe. Servol qui était un poète et qui était aussi le maire de Poitiers. C'est là où je veux en venir. Quand même, j'ai relu là, le livre de Quillet parce que je l'avais prêté à une belle fille qui est sage-femme. Et effectivement, Servol avait écrit un livre en 1797, avant Léandrie, L'art de nourrir et d'élever les enfants. Et alors, en relisant, ce qui m'a amusé le plus, c'est que ce Servol de Saint-Marthe est mort quand même à 87 ans. Il a été pendant 2 ans maire de Poitiers. C'est là où je veux en venir. Et alors, sa pensée, alors si je relis, cependant laissons reposer notre plume
et qu'après s'être élevé jusqu'au ciel, sur les ailes de Pégase, en méprisant la terre. Donc, il y a un écologiste à Poitiers qui connaissait pas les anciens maires de Poitiers, effectivement, qui rêvaient du ciel et de s'envoler. Donc, lui, il avait parlé comme terme la Pea d'Eutrophia. Donc, avant Nicolas Andry, donc c'est bien connu, hein, il y en avait deux autres qui se sont un peu signalés pour redresser un peu les enfants. À propos des écologistes, j'ai l'impression qu'à Poitiers, c'est une ville écologiste, parce que je crois que la maire actuelle est aussi écologiste, Léonore. Oui, c'est pour ça. C'est cette mère qui a dit qu'il ne voulait pas que les enfants rêvent. Alors que c'est bien dommage. Voilà, c'est amusant. Donc on a failli perdre le nom d'orthopédie aussi à la suite de Jacques Mathieu Delpech, qui avait rebaptisé l'orthopédie en orthomorphie. Oui. Et finalement, c'est revenu orthopédie parce qu'orthomorphie, ça ne s'adaptait pas bien à la chirurgie. Mais c'est idiot parce qu'on n'est pas des orthopédistes, on ne redresse pas des enfants tous les jours, et peut-être jamais. Mais c'est celui qui a pris racine. Oui, chirurgie, l'appareil locomoteur, dont le cycle serait cal, me paraîtrait adapté. Mais bon, c'est pas si mal. Moi, je vois que tu as à Marseille, il y a le Golden Gate. Tu as vu ça? Oui, en fait, une conférence que je fais en direct de San Francisco. Ah, tu es là-bas? Oui, c'est ça. Dans les petites anecdotes, il y a aussi la notion de prévention et nos maîtres, en fonction des moyens de leur époque, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire arrive une nouveauté, on l'adapte à la médecine. Quand l'électricité est arrivée, on a essayé l'électrothérapie, qui est peut-être encore quelque chose d'avenir. Mais ils s'adaptaient. Et à Toulouse, tu as parlé de l'Hôtel-Dieu. Évidemment, il y a un Hôtel-Dieu qui est un très ancien hôpital. Et cet Hôtel-Dieu, il est de l'autre côté de la Garonne. Et de l'Hôtel-Dieu partait un pont qui, dans l'Hôtel-Dieu, il y avait un pont qui passait de l'autre côté. Et toute personne qui arrivait à Toulouse et qui était un étranger devait avoir une sorte de visite médicale. Il était vu dans cet Hôtel-Dieu. S'il paraissait malade, il n'avait pas droit de prendre le pont et de rentrer dans la ville. C'était loin de pas être idiot. Et la salle qui se trouve devant le pont s'appelle la salle des pas perdus. C'est-à-dire les gens ont beaucoup marché parce qu'ils faisaient le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle en passant par Toulouse. Et ils avaient déjà beaucoup marché, ils devaient avoir des pieds dans un état terrible ou toute maladie qui avait décompensé, et on les mettait dans la salle des pas perdus. C'est assez joli ça comme idée, mais l'idée est bonne. Ne pas laisser rentrer n'importe qui dans une ville, on le vit actuellement. Absolument. Et c'était, je parle de 1000 ans, là, il y a 1000 ans ça se passait ça. D'autres questions? Vous pouvez poser les questions, parce que c'était vraiment passionnant. Moi, je voulais juste rajouter une petite correction, c'est que les frères Maillot, ce n'est pas en Massachusetts, c'est à Rochester, dans le Minnesota. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette précision. C'est à Rochester, dans le Minnesota. Tu n'as pas droit à l'erreur. Hein. Oh là là. Pardon. Le Massachusetts, c'est autre chose. C'est dans le Minnesota. Bon, mais s'il n'y a plus de questions, on va encore une fois te remercier. Ici, à l'écran, on a le petit livre que tu m'as envoyé et qui m'a donné l'idée de te donner cette conférence. On a aussi le livre à l'arrière là le premier de Nicolas Andry que l'on voit ici là. Voilà le livre complet dont vous voyez l'art. Et on te remercie beaucoup. Et donc, je vais le mettre en ligne et je vous conseille de demander à tous ceux qui ne l'ont pas vu de regarder tout ça. Il y a François Bonnel qui nous rejoint, mais c'est un petit peu tard. Je pense que ça lui aurait beaucoup plu, cette conférence. Bonjour, Monsieur Bonnel. Si tu la mets en replay, j'espère que… Oui, on va le lui dire. Bonjour, Monsieur Bonnel. Vous arrivez à la fin, mais on va mettre cette conférence en replay et vous pourrez la voir. C'était vraiment très intéressant. Et d'ailleurs, chaque année, on mettra une petite… conférence sur l'histoire de la chirurgie en prenant un détail ou un personnage plus connu. Merci vraiment beaucoup. Merci. Au revoir. Et bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Ouais.